Ah ouais, putain. On va rester à peu près là, quoi. Ah, mais ça, c'est bon. Les premiers temps, non. j'étais vraiment comme ça. C'est bon. On va rester à peu près dans, voilà, Ah, dans ça un va. rayon de 40 cm. Ça va. Allez, merci tout à l'heure. Et bonjour à tous. Bien, aujourd'hui, on va voir tout ce qui concerne l'ordre, toutes les structures, les différents étages, les différentes couches qui composent l'ordre. C'est pas très réjouissant comme programme. On va essayer de le rendre un peu plus fun, quoi. Voilà. Donc, première chose, si j'arrive à faire marcher la boutique, les principes. Donc, à quoi sert l'ordre un peu? Donc, vous voyez, l'ordre doit être quelque chose d'exigeant qui garantit la sécurité et la qualité des soins. Ça, c'est le plus important. Il s'assure de la compétence des kinés, quelle que soit l'origine de leur diplôme. Vous savez qu'aujourd'hui, on a les diplômes français, puis les diplômes européens, puis les diplômes étrangers. Donc, on a eu dans les tout débuts de l'ordre pas mal de magouilles où les gens se faisaient photocopier des diplômes et arrivaient avec un diplôme roumain ou autre, et il n'y avait aucune traçabilité de ce diplôme. Aujourd'hui, maintenant, on écrit directement à la faculté qui l'a délivré, et on arrive... C'est pas la peine de recopier, je vous le passerai sur kiné et pédagogie, si ça existe toujours, oui. Voilà. Alors, donc, il s'assure de la compétence des kinésithérapeutes, et par l'intermédiaire du conseil départemental, il contrôle la participation de chaque kiné à une action de DPC. Vous savez ce que c'est, le DPC? On vous en a déjà parlé. Bon. Il assure la reconnaissance de la kiné au sein des autres professions de santé. Ça, c'est un peu pipeau, hein, mais bon, théoriquement. Et il assure la défense de l'honneur de l'indépendance de la profession et assure la diffusion de bonnes pratiques et le respect des règles professionnelles. Alors, l'honneur et l'indépendance de la profession, c'est quelque chose de très important. Je vous ferai des TD de déontologie en cours d'année. Vous verrez que c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Bien sûr, quand ça concerne la sphère de la pathologie au sein de votre cabinet, tout ça, ça paraît très facile. Par contre, quand on est à l'extérieur du cabinet, vous avez tendance à penser que ça ne concerne que la sphère privée et que vous n'êtes pas concerné. Et en fait, vous verrez que à partir de, même déjà aujourd'hui, vous avez une représentation sociale et il faut faire attention à ça. Hein. Il faut vous dire que un jour vous serez vu comme kiné, vous ne serez plus vu comme individu, et donc il faudra faire attention dans votre manière de vous comporter dans la vie. Alors, quand on parle d'ordre, pour vous, est-ce que ça paraît clair? Est-ce que vous faites la distinction entre l'ordre et le syndicat? Alors, il faut répondre un peu là, 8 heures. Alors, donc vous voyez, l'ordre s'occupe de la formation institutionnelle et défend la profession. Le syndicat, alors si vous voulez, l'un c'est une institution, l'autre c'est une association consultative, le syndicat. Il défend les intérêts, donc d'un côté on défend la profession, est-ce que vous voyez la différence? Oui. Hein, les intérêts, donc c'est les tarifs, la nomenclature. Vous savez ce que c'est la nomenclature des actes? Oui. Voilà, donc il va négocier aussi les conventions avec les caisses, alors de moins en moins parce qu'on s'affaiblit de plus en plus, mais théoriquement, on négocie ces conditions d'exercice. Et enfin, il y a tout un
comment dire, un cercle où il y a une complémentarité entre l'ordre et les syndicats. Donc l'ordre, par exemple, ne peut pas négocier la nomenclature. Les tarifs, c'est qui le fait alors ça? Alors les tarifs. On n'entend rien là. Qui est-ce qui négocie les tarifs? Les syndicats. La permission d'exercer. L'ordre, j'ai entendu. Les rapports avec les caisses d'assurance maladie. Pardon? Non, les syndicats. Et oui, c'est à travers les commissions socio-professionnelles, hein, ce qu'on appelle les commissions paritaires. Il y a les deux à la fois. La rédaction du code de déonto. L'ordre. Faire des propositions sur la démographie. Alors bon, on va marquer l'ordre, mais en fait, c'est l'État qui nous impose tout. Hein. On a beau réclamer, c'est toujours comme ça. Qui peut organiser des missions de prévention? Les deux. L'organisation de la formation initiale continue. C'est l'ordre. L'évaluation des pratiques professionnelles. On vous en a parlé de l'EPP, non? Pas encore? Évaluation des pratiques professionnelles. Donc ça peut être les deux, mais plus l'ordre. Les négociations conventionnelles. Convention, donc, syndicat. La résolution des conflits. Les deux. Bon, vous voyez, donc, mais c'est pas facile, hein, souvent, à faire la différence entre l'un et l'autre. Alors, dans les structures ordinales, vous savez que l'ordre a été créé, les ordres ont été créés tout de suite après la guerre. Et on a eu plusieurs fois, à plusieurs reprises, les gouvernements ont essayé de supprimer les ordres. Et le dernier qui avait supprimé, c'était le ministre de la Santé, Kouchner, et qui nous a fait perdre 7 ans à peu près pour donc pouvoir refaire vivre l'ordre des kinés. Alors quand il n'y avait pas d'ordre des kinés, comment ça se passait? Eh bien, vous aviez un conflit avec un patient, entre kinés ou autre, et c'était l'ordre des médecins qui tranchait pour vous. Alors comme ça ne les passionnait pas, ils vous envoyaient balader, et souvent le résultat n'était pas terrible. Donc le fait d'avoir un ordre professionnel nous a beaucoup servi. Au départ j'étais très sceptique, mais effectivement c'est très important. Donc vous voyez, ça fait 1 million de professionnels, 1 million de personnes qui votent. C'est aussi important. Vous voyez, aujourd'hui on parle de retraite, il y a tout un groupe de gens qui cotisent aux caisses autonomes de retraite. C'est un peu tous les gens qui sont cités ici. Et donc, pour l'instant, qui ont des caisses de retraite, je fais une divergence là, qui ont des caisses de retraite qui sont bénéficiaires, et du jour au lendemain, on voudrait leur piquer leurs 25 milliards de bénéfices pour les réintégrer aux retraites des salariés. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer qu'1 million de personnes, ça représente quelque chose. Donc dans les ordres, on a les médecins, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les kinés, les infirmiers, les pédicures, les pharmaciens. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ça, ce sont les professionnels de santé. On a évidemment l'ordre des avocats, des architectes, etc. Alors la mission de l'ordre. Donc on voit à chaque fois par rapport à l'intérêt général, par rapport à l'intérêt individuel, hein, pour l'ordre. Donc ce sont des personnes morales de droit privé. Et ce qui est important, c'est que quand elles exercent, c'est une mission de service public.
Donc les institutions ordinales veillent au respect des conditions d'exercice. Donc on a un décret de compétence. Le décret de compétence énumère un petit peu tout ce que l'on peut faire. Et l'ordre est là pour vérifier si les conditions d'exercice sont bien respectées. Alors aujourd'hui, il y a 2 jours ou 3 jours, je ne sais pas si vous avez entendu, on s'est prononcé pour la kinésithérapie respiratoire. Je ne sais pas si vous avez eu des échos. Bon. Alors ça pose un problème parce que théoriquement, tout ce qui est compétence doit être discuté entre l'HAS, HAS c'est Haute Autorité de Santé, et l'ordre au niveau national. Et là, l'HAS a décidé, toute seule, que la kiné respiratoire, c'était pas utile. Alors le problème qui se pose, c'est dans le décret de compétence, la kiné respiratoire est reconnue, et l'HAS dit on ne peut pas appliquer la kiné respiratoire pour la bronchiolite. Qu'est-ce qui va se passer? Les caisses primaires d'assurance maladie, ils vont dire chic, puisque ça va faire un peu comme l'homéopathie, ils vont dire on ne rembourse plus. Voilà. Et alors après, le problème qui se pose aussi, et c'est pour ça qu'il faut interroger l'ordre à ce moment-là, c'est vous avez un problème avec un enfant, il se passe un accident, quelque chose, il est évident que l'HAS ayant prononcé ces termes, l'assurance ne va pas vouloir marcher. Donc il faut une garantie de l'ordre en disant mais nous, ordre, puisque ils sont déjà écrits pour ça, et les syndicats, nous, ordre, on dit qu'il n'y a pas de problème. Le kiné a le droit de faire. L'HAS a dit ça ne sert à rien, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. Donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Hein. Alors la mission de réflexion pour faire progresser la qualité des actes professionnels et accompagner les évolutions sociétales, législatives et économiques, c'est l'ordre qui doit faire ces propositions, mais vous voyez là, on s'est passé de son avis pour certaines choses. Alors comment ça fonctionne l'ordre? Il y a plusieurs étages. Un conseil départemental de l'ordre, un conseil régional et un conseil national. Alors ici à Montpellier, le département, on a 14 élus qui sont pour 6 ans renouvelables par moitié. Donc là on est en mars 2017, oui on va en avoir l'an prochain, il y aura à nouveau des élections. Alors les missions sont différentes au niveau départemental, régional et national. Alors au conseil départemental, donc je les énumère ici, mais on va les reprendre les unes après les autres. Hein. Donc mission de tenue du tableau. Donc tenue du tableau, c'est l'inscription en gros, hein, si on veut résumer rapidement. On va contrôler vos diplômes, vérifier un petit peu votre casier judiciaire, hein, très important. Et puis voir un petit peu ce que vous faites comme formation, vous avez fait comme formation, etc. Et après, on va regarder en même temps les problèmes démographiques, c'est-à-dire si où vous voulez vous installer, comment vous voulez vous installer, etc. À la suite de tout ça, on va vous décerner ce que l'on appelle un numéro RPPS, Registre partagé des professionnels de santé. Ce registre RPPS va vous suivre tout au long de votre carrière, ce sera toujours le même. Avant, il y avait le numéro ADELI, maintenant c'est le RPPS. Donc c'est la mission de tenue du tableau, très important. Si vous n'êtes pas inscrit, pas de possibilité d'exercice. Ensuite, mission disciplinaire de première intention. Ça veut dire quoi ça? Eh bien, s'il y a un conflit qui se passe entre des confrères ou confrères et kinés et patients ou confrères et une autre profession, c'est avec le conseil départemental qui va essayer de résoudre le problème.
Et souvent, il va le faire par l'intermédiaire de ce que l'on appelle une conciliation. Mission de lutte contre l'exercice illégal. Bon, ça dit bien ce que ça dit. Mission de vérification des contrats. Je vais y revenir dessus. Mission de diffusion des bonnes pratiques. Évaluation des pratiques professionnelles. Mission d'entraide et mission de coordination avec les CPAM. Alors là aussi, c'est un peu pipeau. Quand la Sécu, les CPAM nous demandent des éléments, c'est-à-dire savoir s'ils sont bien enregistrés, la personne est bien enregistrée, qu'elle a un numéro RPPS, tout ça, on communique l'information. Nous, quand on demande si la personne qui est enregistrée à la Sécu est en activité, fait un temps partiel, etc., on n'a pas de réponse. Donc, vous voyez, ce sont des vœux pieux un peu. Alors, les principales commissions du conseil départemental, la commission du tableau, pour s'inscrire, l'exercice illégal, les bonnes pratiques et la commission de conciliation. Alors, le tableau. Donc, commission de tableau, il faut constituer un dossier d'inscription qui comporte un certain nombre de pièces imposées par le Code de la santé, dont le casier judiciaire. Donc, en principe, vous avez un casier judiciaire vierge, mais on est obligé de le vérifier. B2, ça veut dire que si vous avez eu des soucis avec la justice parce que vous êtes rentré bourré de boîtes, et ça rentre pas dans le B2. C'est uniquement le cran en dessous. B2, c'est déjà, il faut avoir fait un vol, un viol. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans le B2? Enfin, des peines lourdes déjà. Et donc on le vérifie parce que sinon vous ne pouvez pas exercer, contrairement à un député qui peut, lui qui représente la loi, exercer sans ça. Un politique par exemple. Donc ils sont toujours très offusqués, mais nous, pour exercer, il nous faut ça. Et puis le contrôle de la langue française. Donc quand vous irez vous inscrire, évidemment on ne va pas vous le demander parce qu'on voit bien que vous savez vous exprimer, mais ceux qui arrivent de l'étranger, ne serait-ce que de la communauté européenne, et qui parlent un français approximatif, on vérifie un peu par des mesures toutes simples avant de passer. Alors, suivant les départements, par exemple dans le Gard, l'enquête est assez poussée. Ici sur l'Hérault, on n'est pas trop regardant, mais enfin on essaie de voir si la personne comprend les choses et est capable d'expliquer. Alors pourquoi? Parce que si vous avez un patient qui arrive et vous savez à peine parler français, déjà vous n'allez pas pouvoir lui expliquer les exercices qu'il doit faire, et peut-être même vous ne serez pas à même de comprendre ce qu'il vous dit, si vous ne maîtrisez pas la langue. Donc il peut arriver qu'il y ait un contrôle un petit peu plus sérieux de la langue et même carrément un refus d'inscription. Ça arrive, on en a 3 par an, mais ça existe. Voilà. Et quand on regarde aussi, on va voir un petit peu si vos connaissances, enfin c'est très léger, mais c'est savoir si quand même vos connaissances sont en rapport avec la formation que vous avez faite. Et alors ça ne se pose pas pour vous, mais le gars qui arrive avec un diplôme tchèque par exemple, il faut vérifier si la formation a été la même, parce qu'il y a eu un moment où il y avait des instituts de massage en Roumanie qui voulaient l'équivalence avec le diplôme de massokinésithérapie français. Parce que notre diplôme est quand même particulier, vous savez ça. Partout ailleurs, on a un diplôme de physiothérapie, et nous, c'est massokinésithérapie. C'est-à-dire qu'on a voulu protéger pendant des années
l'action de massage, hein, l'art du massage. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de se le faire grignoter petit à petit, et on a le plus grand mal à obtenir que d'autres ne massent pas. Il y a des instituts, etc. Alors, en Roumanie, il y avait des instituts de massage qui réclamaient l'équivalence du diplôme de kiné. En Angleterre, ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés, ceux qui faisaient que du massage thermal, là, avec des jets. Ils sont arrivés parce qu'ils posaient leur candidature au ministère de la Santé, et le logiciel qui fonctionnait au ministère de la Santé était un logiciel qui laissait passer, du moment qu'il y avait écrit massage, paf, on avait l'agrément. Donc, après, on s'en est rendu compte et on a pris la mesure la plus terrible et plus idiote qu'on puisse prendre, donc par les politiques évidemment, qui était de dire, ben oui, le masseur anglais, il vient en France pour exercer qu'avec des Anglais. Ouais, évidemment que non. Hein, il marque masseur, mais évidemment, il va pouvoir exercer progressivement, il va grignoter un petit peu sur les compétences des kinés. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui nous reste là? Les compétences, c'est bon. Le conseil. Donc, une fois que que vous avez rempli ce dossier, le conseil se réunit. On vous dit, bon, il n'y a pas de souci sur votre dossier, et on vous valide votre dossier. Tant que la validation n'est pas faite, hein, entre le jour où vous êtes arrivé, vous avez déposé votre dossier, vous dites, ça y est, super, c'est bon, ben non, c'est pas bon, il faut que ça soit validé pour pouvoir être à même d'exercer. Et c'est un petit peu plus compliqué pour vos collègues qui ont fait la formation, par exemple, en Espagne, ou en Belgique, hein, où eux, quand ils arrivent, il faut en plus que l'on valide la totalité de leurs études, c'est-à-dire les textes, en fait, toutes les disciplines qu'ils ont pratiquées, mais en même temps aussi les stages. Et les stages, souvent, il y a des problèmes, et systématiquement, maintenant que la commission est sur Toulouse, systématiquement, on demande des stages de rattrapage, hein, histoire de faire qu'ils ne sortent pas en même temps que vous, donc qui vous désavantage. Alors, le dossier d'inscription, comment il est fait? Ben, vous voyez, on l'a un peu réduit parce qu'au départ, il y avait 12 pages. J'espère qu'un jour, on va pouvoir le faire directement sur Internet. Donc, ça réclame l'état civil, les coordonnées personnelles, le diplôme, évidemment, les autres diplômes après le bac, ce que vous allez pratiquer, libéral, salarié ou les deux, votre RPPS, le numéro SIRET, qui est aussi le numéro qui est enregistré à l'INCE pour les statistiques, et qui est un numéro qui vous suivra partout. Votre adresse, bien sûr, vos spécificités d'exercice, si vous faites quelque chose de très particulier, que vous êtes formé, par exemple, à tout ce qui est rééducation de la face ou autre, urogynéco, enfin, etc. La date de votre dernier DPC, alors ça c'est le contrôle tous les 2 ans. Donc quand vous arrivez, vous n'en avez pas fait, hein. Les langues étrangères pratiquées, votre activité principale. Alors votre fonction, vous serez titulaire, collaborateur, associé, remplaçant, assistant, etc. Le type de structure, cabinet individuel, de groupe, à domicile, etc. Je vous traiterai tout ce qui est contrat, hein, un jour, toute la partie quand vous vous associez, quel type de contrat il faut, etc. Et puis on va gratter un peu plus loin, on ira jusqu'à décortiquer un contrat pour voir où sont les pièges. Ça c'est très important parce que chaque année il y a des gens qui se font avoir. Ils signent et puis voilà. Après il y a des problèmes. Donc voilà, et puis si vous avez un cabinet secondaire, votre activité secondaire. Alors voilà comment se présente le
le dossier que vous allez signer, hein, c'est la fin de page, bon, aucun intérêt, mais c'est juste pour que vous vous engagiez. En fait, vous vous engagez à dire que vous connaissez le code de déontologie. Donc là aussi, dans les TD que l'on va faire ensemble, vous aurez des situations. Hein, vous allez avoir 4 ou 5 groupes. Et dans un groupe, vous allez avoir 4 ou 5 petites formations. Et vous devrez trouver quel article correspond le mieux à une situation donnée. Ça vous parle, ça, ou pas du tout? Je vous donnerai ce que je vois souvent en conciliation, c'est-à-dire des cas de figure. Ça peut aller... si vous voulez savoir le dernier que je vais avoir dans 10 jours, c'est tout simplement et tout bêtement un confrère qui travaille dans un EHPAD et qui a mis la main aux fesses à une infirmière. Voilà. Et elle a porté plainte et j'ai ce problème à régler. Alors, voilà. Donc vous regarderez sur le code de déontologie, vous amènerez plein de codes de... Non mais je vous ai donné cet exemple, je peux vous en donner d'autres. Hein. Ça va de... vous verrez, il y a plein de possibilités. Ça va très loin. Ça va... Et surtout par les temps qui courent, maintenant, ce sont des choses, il vaut mieux pas tomber là-dedans. Alors, le RPPS dont je vous parle, hein, vous voyez qu'il y a déjà des oppositions là. Hein. Alors, le RPPS, registre partagé des professionnels de santé. Donc le RPPS, on va le trouver où? Dans votre carte, on appelle ça la CPS, hein, carte de professionnel de santé. Il y aura le numéro là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il contient? Hein, il y en a qui pensent que tout est inscrit là-dedans. Non, quand même pas. Donc il y a vos données d'identification, vos diplômes. En fait, pour l'instant, il n'y a que le diplôme de kiné. Après, ça va dire si vous êtes en libéral, en salarié, ou les deux, ou si vous avez 2 cabinets. Ça le marque là-dedans. Les données décrivant l'exercice. Les qualifications, ça y est pas dedans. Hein. Les activités et structures d'exercice. Et le numéro de carte du professionnel de santé. Donc, pour corriger certaines données, vous pouvez vous adresser à l'ordre pour ça. Hein. C'est pas... Donc ce numéro, il apparaît dans les feuilles de soins papier. Je crois qu'il y en a encore, mais on les utilise de moins en moins, ou plus du tout. Alors, dans quel cas on peut utiliser les feuilles de soins papier encore? Vous savez? Bon, parce que tous les ans, on a une prime que l'on appelle la prime pérenne. La prime pérenne, c'est une prime qui nous sert à entretenir notre ordinateur et notre lecteur de cartes, hein, le terminal pour lire les cartes. Bon, donc on a 400 plus 90 euros. Ouais, 490 euros. Cette prime, donc, sert que vous l'avez que si vous avez télétransmis plus de 70% de vos feuilles de soins, hein, de vos factures. Voilà, ça c'est la condition pour toucher la prime. D'accord? Et alors, après, ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il y a des gens, on ne peut pas facturer avec la carte de professionnel de santé. Alors, par exemple, quelqu'un qui vient de l'étranger, un Français qui vit à l'étranger, il a donc une caisse, hein, la caisse des Français de l'étranger, la CFE, et il va vous demander, il n'a pas de carte vitale, donc il va vous demander des feuilles de soins. Autre cas, par exemple, l'aide médicale d'État. On vous en a déjà parlé de l'aide médicale d'État. Vous avez entendu toutes les bêtises qu'on entend à la télé ou pas? Hein, l'aide médicale d'État, c'est pour les étrangers évidemment, et on dit souvent mais ça représente rien du tout et ça pose pas de problème, etc. Sauf que l'aide médicale d'État, ils n'ont pas de carte vitale.
Donc, qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Parce que ça, personne n'en parle de ça. Donc, on parle que, ah oui, ils abusent, ils se font faire de la chirurgie esthétique, etc. Bon, ça ne nous regarde pas. Par contre, ils viendront dans votre cabinet pour une kiné respiratoire, par exemple, ou ils viendront parce qu'ils se sont fait une entorse, parce qu'ils vivent dans des mauvaises conditions, etc. Bon. L'aide médicale d'État, il faudra faire des papiers, il faudra faire des feuilles de soins papier. Envoyer tout ça à la sécurité sociale. Et alors qu'on peut être payé sur 3 jours avec une carte de professionnel de santé, l'aide médicale d'État, quand vous avez envoyé ça, ben c'est la loterie. C'est la Française des Jeux. Hein, ça peut mettre de 1 mois à 6 mois. Voilà. Mais ça, on ne le dit pas. Donc, c'est une loterie. Et si vous n'avez pas fait les papiers et que, par exemple, vous avez, parce que vous avez voulu être sympa avec le patient, donc vous avez accepté une ordonnance a posteriori, que la date ne correspond pas à au premier jour des soins, etc., on vous renvoie tout le dossier et on est reparti pour 6 mois. Donc voilà un peu ce qu'il en est des feuilles de soins papier. Et puis il y a quelques mutuelles, mais ça devient rare, qui ne jouent pas le jeu. Alors quand notre ministre de la Santé, comment elle s'appelle la ministre de la Santé? Agnès Buzyn. Non, Buzyn, je fais exprès. Pour ceux qui sont de Lyon, ils savent ce que ça veut dire. Donc notre ministre de la Santé dit généralisation du tiers payant. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a une feuille de soins, on va facturer, qu'en même temps, on va avoir une partie qui part à la Sécu, l'autre partie qui va partir à la mutuelle, et le remboursement va se faire par miracle. Bon. En fait, la CPAM, ça marche super bien depuis des années, et parmi les 90 ou 100 mutuelles qu'il y a, il n'y en a pas la moitié, il y en a peut-être un tiers qui est à jour. C'est-à-dire qui est capable aujourd'hui de rembourser la partie directement. Les autres ne sont pas à jour, sont pas au coût. Alors, si vous faites le tiers payant, vous ne serez jamais payé par la mutuelle. Ou alors, c'est par l'intermédiaire, c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire, souvent. Vous allez envoyer à la Sécu, et c'est la Sécu qui va informer la mutuelle, moyennant, elle va se faire payer, la Sécu. Elle va prendre 6 centimes par dossier pour que la mutuelle puisse vous rembourser. Donc, vous voyez, ce sont des tout petits trucs là qu'on ne sait pas, mais quand on dit généralisation du tiers payant, ben, aujourd'hui, on n'est pas capable. Voilà. On est capable à un tiers des dossiers. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, l'ordre devient l'autorité d'enregistrement. Théoriquement, là aussi, c'est pareil. Hein. On peut tout enregistrer, tous vos papiers, le premier jour où vous arrivez avec votre diplôme, sauf que il faut quand même passer à la CPAM. Donc, vous voyez, il y a toujours un freinage de l'administratif qui a peur de perdre ses prérogatives. Donc, l'enregistrement du RPPS permet de procéder à l'enregistrement de l'affiliation de l'assurance maladie, sauf que vous êtes quand même obligé d'y aller. L'identification des professionnels. Alors, chaque RPPS est catégorié ou catégorisé, je ne sais pas comment on dit, par rapport à votre profession. Gestion centralisée des identités, ça va permettre justement la démographie. Constitution d'annuaires locaux ou régionaux, ça c'est pour l'URPS. C'est quoi l'URPS? L'Union régionale des professions de santé. Et mise en place de la messagerie sécurisée MSS. Alors, la MSS, vous allez dire que je suis négatif, hein, parce que souvent je suis un peu critique sur... Alors la MSS, on a décidé de faire une messagerie sécurisée pour tous les professionnels de santé. C'est bien. Mais les médecins, ils ont dit non, mais nous,
on fait notre petit truc à part. Donc déjà, si vous voulez communiquer avec un médecin, ça marche pas parce que lui, il a son petit truc à part et il va pas accepter votre messagerie sécurisée. Donc ça va marcher entre kiné, infirmière, etc. Voilà. Mais c'est quand même dommage. Et évidemment, le milieu hospitalier ne va pas vous communiquer, il va communiquer au médecin et vous aurez peut-être les brindilles s'il en reste. Alors la CPS, elle s'appuie sur les données du RPPS, elle permet la facturation des feuilles de soins électroniques et elle permet l'authentification des téléservices pour le DMP. Et vous verrez que pas mal de nos confrères utilisent le DMP directement en ligne. Hein, et ça permet de toucher des sous, des remboursements. Si vous vous inscrivez à telle formation, vous êtes rémunéré. Alors, vous voyez en rouge, pour les libéraux, le passage à la CPAM reste indispensable. Alors, l'exercice illégal, puisque l'ordre a pour mission, donc, de dépister les gens qui seraient dans l'illégalité pour la profession. Donc, je vous rappelle ici l'article 43, 21, 11. Alors, quand vous voyez des articles avec un numéro, vous avez L ici, ou R, suivant. Hein. Donc là, L, c'est le code de la santé publique, c'est une loi. L, c'est loi. Hein. Voilà. Et le code de déontologie, c'est R. Voilà. Donc, il faut être titulaire du diplôme de masso-kinésithérapie. Et vous voyez, ou de tout autre titre mentionné à l'article 43, 21, 4. Donc, ça rejoint nos gens là qui sont agréés masseurs, alors qu'ils n'ont pas la totalité du diplôme. Après, donc, exerce illégalement toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat d'une autorisation, qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite au tableau. Alors ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez avoir le diplôme, mais si vous n'êtes pas inscrit au tableau, vous n'avez pas le droit d'exercer. C'est important, ça. Hein. Alors, petit exemple simple. Maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais à un moment donné, les salariés ne voulaient pas s'inscrire. Et parmi les salariés, c'était surtout les syndicats qui leur disaient « ne vous inscrivez pas ». Parce que l'inscription à l'ordre fait que vous êtes obligé de payer une cotisation. Et le syndicat, c'est la même chose. Donc souvent, dans la tête des syndicats, ils se disaient « s'ils cotisent à l'ordre, ils vont arrêter de cotiser au syndicat ». Donc ils disaient à leurs adhérents, surtout, ne cotisez pas à l'ordre. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Alors dans une clinique, enfin c'est un centre de rééducation de Montpellier, il y a une personne, donc une kiné, salariée, qui fait marcher une personne de 55 ans, une femme, qui avait eu un AVC. Donc non, elle avait pas eu oui, elle avait eu un AVC. Et donc elle l'a fait marcher. Et puis un moment d'inattention, pour ça qu'il faut bien apprendre à faire marcher les gens, bien être derrière, bien assuré, etc. La personne tombe. On la relève, il n'y a pas trop de problème, mais bon, elle a été secouée et tout. Dans la nuit, elle meurt. Voilà. Donc la famille porte plainte et évidemment elle porte plainte contre le centre de rééducation. Le centre de rééducation, il dit ah ben nous on peut nous reprocher éventuellement de ne pas avoir fait un scanner, mais on n'assure pas le problème, hein. C'est la kiné hein, qui l'a laissé tomber. Il ne serait pas tombé, il n'y a pas de problème. Et la kiné, l'assurance se dit mais attendez, vous n'êtes pas inscrite à l'ordre, donc vous n'avez pas le droit d'exercer. Donc procès, etc. Et c'est elle qui est responsable totalement du problème. Donc vous voyez, comme c'est important
d'être inscrit. Très très important. Et alors, vous êtes inscrit à l'ordre ici, là, à Montpellier, et puis vous allez dans le Gard faire un remplacement de week-end. Vous avez le droit? Oui? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire dans le Gard. Il faut demander l'autorisation dans le Gard d'exercer ce week-end. Vous pouvez pas le faire sinon. Ben non, mais c'est comme ça. Mais vous dites, je suis inscrit à l'ordre dans l'Hérault, ce week-end je vais travailler dans le Gard. Voilà. Alors vous pouvez, bien sûr. Alors le gars qui habite Sommières par là, hein, et qui fait sans arrêt ses domiciles à droite et à gauche, ben, il faut qu'il soit inscrit des deux côtés. Voilà. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, mais dans le même département. Il faut l'autorisation de l'ordre de l'autre côté. Mais je n'ai pas parlé d'inscription de tableau. Voilà. Par exemple, une des récemment diplômées, là, est inscrite à Montpellier, inscrite au tableau, donc elle a le droit d'exercer, mais elle est allée faire son remplat en Guadeloupe. Eh bien, l'ordre de Guadeloupe était averti qu'elle faisait son remplat là-bas. Sinon, ça ne marche pas. Vous avez un accident là-bas qui prouve que vous exercez sur place, que vous n'étiez pas en tourisme, machin. Donc, vous avez donc ici aussi la restriction pour les étudiants de masso-kinésithérapie. Alors, la différence, c'est, vous voyez, le présent article ne s'applique ni aux étudiants en masso-kinésithérapie, ni aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire. Ne confondez pas le code de déontologie et l'exercice illégal. Le code de déontologie dit qu'aujourd'hui, vous devez respecter le code de déontologie à propos du secret médical, à propos de tout. Il s'applique à vous, étudiants. Par contre, pas l'exercice illégal, puisque vous n'êtes pas encore diplômé. Alors ça, c'est pour montrer que vous êtes en train de vous endormir, n'est-ce pas? Alors, exemple d'exercice illégal. Les cabinets de massage. Hein, les cabinets de massage où on en avait un ici donc qui faisait des formations de massage et qui faisait du massage sans être diplômé. Donc de plus en plus on perd là. Hein, il suffit, quand on attaque, il faut être solide. Donc on essaie de faire des exemples, de prendre des gros, pas la personne qui est allée faire une formation de massage et qui fait son truc chez la coiffeuse ou l'esthéticienne. Celle-là, on ne la poursuit pas. On devrait, mais on ne peut pas. Ça ne sert à rien. Elle a gain de cause. Par contre, on avait une structure qui s'appelait, je ne sais plus, kiné, santé, bien-être, un truc comme ça, qui était sur Montpellier, là. Et eux, on est arrivé à les avoir parce qu'ils formaient des masseurs, enfin, hein, des certificats de massage, et en plus, ce qu'ils faisaient sur place, ils faisaient des massages à qui veut, voilà. Et on les a eus simplement en voyant leur problème fiscal, où ils n'étaient pas clairs sur leurs revenus et leur déclaration fiscale. Mais sinon, par le massage eux-mêmes, on n'arrivait pas à les faire fermer. Alors, kiné diplômé, autre exercice illégal, kiné diplômé mais non inscrit au tableau. Hein. Donc retenez bien ça. Hein. Alors un kiné non diplômé mais faisant fonction de kiné.
Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Par exemple, par exemple. Alors, depuis des années et des années, dans les centres, il y a des gens qui font fonction de kiné et qui ne sont pas kinés, hein. Bon, mais dans les centres, les structures thermales, souvent, il y a les gars qui font le massage au jet, tous les trucs, ils sont pas kinés, hein. Voilà. Mais ils exercent, ils font la fonction de kiné. Et ils installent les gens encore au système de poulie, etc. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous avez pris au cabinet, qui est secrétaire, par exemple, hein, et qui vous aide à mettre des installations, donc les bottes, la parafango, etc. L'électrothérapie, c'est interdit. Le radar, machin, c'est interdit. Donc, kiné non diplômé, mais faisant fonction. Et il y en a. De moins en moins, mais il y en a toujours. Et complicité d'exercice illégal, hein, hébergement non diplômé dans le cabinet. Un gars qui dit qu'il est kiné, hein, qui n'a pas la formation, et bon, c'est... Et usurpation partielle du titre, eh ben, ce sont ceux qui sont masseurs et qui ne sont pas kinés, qui ont signé un papier comme quoi ils devraient faire que du massage, parce qu'ils viennent d'un pays étranger où on les accepte comme ça, et donc ils sont en exercice illégal chez nous. Oui, il n'est pas sorti encore. Non, et il va sortir dans pas longtemps. Il va Il va sortir dans pas longtemps. Et comment ce sera dans les centres. Oui, mais c'est attaquable, hein. C'est attaquable. Alors, il y a très longtemps, je faisais partie d'un syndicat qui a attaqué à Gréoux-les-Bains tous les aides kinés et à la Grande Motte. Et on a fait tomber tout le truc. Mais on a eu des répercussions. Le problème qu'on a eu, c'est qu'après, ils ont dit, ben, puisque c'est comme ça, on ne prend plus les kinés de la Grande Motte, on les accepte plus. Alors, vous voyez, vous voulez faire quelque chose de sympa, puis ça vous retombe dessus, parce que tous les kinés de la Grande Motte sont tombés dessus en disant, vous avez interdit les aides kinés, du coup, nous, on ne peut plus... voilà. Donc, les aides kinés, il y a une petite bataille là, parce que l'ordre voudrait que ça soit reconnu, et les syndicats ne veulent pas. Voilà. Alors, pourquoi il y a cette bataille? En fait, parce que, en reconnaissant les aides kinés, nous, soi-disant, enfin, je vous le dis tel quel, hein, l'ordre considère qu'on monterait d'un cran, qu'on serait des ingénieurs de la motricité, de la rééducation, et que l'on aurait des sous-fifres. Mais en fait, vous voyez ce qui peut se passer aussi. Donc, d'aide kiné, vous en faites pas. Une fois que ça sera agréé, il y aura des milliers de formations qui vont sortir, hein. Donc, c'est dangereux, très dangereux. Alors, salarié non inscrit au tableau. Un salarié qui n'est pas inscrit, il peut exercer? Non. Je travaille dans l'Hérault, je change et je travaille maintenant dans le Gard. J'ai mon RPPS. C'est bon ou pas? Mon RPPS. C'est bon. Mais après, est-ce que je peux travailler dans le Gard? Ben, il faut que je m'inscrive, hein. L'ordre peut-il intervenir dans le cas d'exercice illégal d'une autre profession? Alors oui et non. Non, il peut pas dire ah, lui il travaille elle est sage-femme,
mais il n'a pas le diplôme, etc. Non, il ne peut pas ça. Mais par contre, s'il y a un litige, alors nous on a eu une affaire comme ça, s'il vous plaît. Donc on a eu une affaire où il y avait un podologue et un kiné. Et ils se rejetaient l'entorse grave de la personne. L'un disait c'est parce qu'on a manipulé la cheville, et l'autre il disait mais les semelles sont pas bonnes, etc. Et après on a gratté, on s'est aperçu que le gars qui faisait les semelles, il n'avait pas le diplôme. Donc voilà un exemple où... Mais c'est rare quand même. Hein. Donc dans les autres missions, mission de diffusion des bonnes pratiques, donc c'est ce que l'on appelle l'EPP, évaluation des pratiques professionnelles. Donc elles sont mises en place au niveau du département. Et par exemple, on va prendre une population de kinés diplômés et on va les faire plancher sur la lombalgie. Alors on va vous faire répondre à des questions. Par exemple, est-ce que vous traitez une lombalgie en phase aiguë? Est-ce que vous lui faites des abdos? Je vous dis n'importe quoi. Hein. Est-ce que vous lui étirez les lombaires? Est-ce que si, voilà, chacun met ce qu'il fait. Et bien sûr, il ne va pas être jugé, hein, c'est anonyme, il va pas être jugé sur sa pratique. Il va seulement déterminer la pratique, mais après, on va rassembler tout ça et dire, bon, ben, la bonne pratique, c'est ça. Si vous êtes dedans, parce que vous avez rempli des trucs, donc vous savez si vous êtes dedans ou pas, il faut vous conformer à la bonne pratique. Ça marche comme ça, l'évaluation. Donc on peut en faire à tout moment. Même en étant étudiant, on peut vous faire des évaluations. Je crois que vous avez eu de la vidéoscopie déjà en TD, non? Voilà. C'est quelque part une évaluation des bonnes pratiques. Une manière de... Voilà. Alors, les conciliations, c'est encore une autre mission. Donc, je fais partie justement de cette commission. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés. Là, je vous marque tous les degrés, mais en fait, le CDO, hein, le comité départemental, fait essentiellement des conciliations. Alors, la conciliation, donc, c'est deux confrères qui ne s'entendent pas, ou un confrère et un patient, ou un confrère et un médecin. Tout est possible. Hein. Donc, à ce moment-là, ils viennent. Et voilà, ben, là, je vais vous donner un autre exemple. Un patient qui vient et qui dit, voilà... j'ai vu votre confrère machin, qui est, alors entre parenthèses, hein, qui est le kiné de l'équipe de hand nationale, et il m'a fait une manipulation, et depuis, j'ai très mal. Voilà. Et il a une attelle à mettre, en dehors de la kiné, et cette attelle... donc serait peut-être la cause, mais comme voilà. Alors ils viennent et ils discutent. Alors nous, on n'est pas là pour défendre le confrère, on est là pour les mettre d'accord. La conciliation, on ne juge pas. On est là pour dire vous avez tort de dire ça ou pas, et parce que lui il a fait comme ça. Et c'est en aucun cas il peut lui avoir fait mal. Et en plus, il a l'habitude de travailler sur des chevilles, c'est pas possible. Et alors après, on regarde l'attelle qui a été mise. Ah, mais qui vous a prescrit l'attelle? Ah ben c'est le médecin. Mais cette attelle, elle sert pas assez, etc. Alors peut-être que c'est possible que ça soit ça, etc. Bon, mais vous ne prenez pas de... Donc, est-ce que vous maintenez votre plainte? Oui, je maintiens ma plainte parce que j'estime qu'il n'a pas fait son boulot. Non, alors dans ce cas, c'est pas trop comment dire, le cas, mais il y a des moments où il y a des choses qui sortent. Alors oui, mais vous savez, pour mon dos, hein, il me recevait, il me mettait sous la lampe et 3 minutes après,
c'était fini. Et il me mettait pas les mains ni rien. Alors bon, il y a des choses qui sortent comme ça. Donc vous êtes là et oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai, machin, bon, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. S'ils se mettent pas d'accord, ça part en chambre disciplinaire. Est-ce qu'il y a des cas où vraiment, tout le monde peut finalement déposer une plainte? Donc est-ce que vraiment parfois il peut y en avoir qui tirent par les cheveux ou convoque obligatoirement un professionnel? Alors, vous avez raison. Il y a des fois, ils portent plainte, mais après, c'est tellement tiré par les cheveux qu'ils n'osent pas venir. Donc, quand ils viennent pas, dans certains cas, on dit, on refuse la plainte. Eh oui, il y a bon, dans les cas de viol, par exemple, là, la personne ne vient pas, mais on comprend très bien pourquoi elle ne vient pas. Mais sinon, dans les autres cas, j'ai un cas comme ça où je ne sais plus ce qu'on reprochait au kiné, c'était sur Béziers. Et ah oui. Donc, le patient, le kiné fait ses actes, le patient ne le paie pas. Le kiné envoie une première lettre, une deuxième lettre, etc. Bon, il se passe rien, il paie pas. Et alors, le kiné, il va sur le marché, parce que le patient, c'est le gars qui vend des légumes au marché. Il y va. Et il dit, il faut me payer, etc. Vous me devez tant, machin. Et alors là, la personne porte plainte au niveau de l'ordre pour harcèlement. Voilà. Mais après, donc le kiné s'est déplacé parce qu'il était convoqué à cause de la plainte. Et c'est une plainte écrite. Hein. Et puis, la personne, je fais le marché, hein, moi, je ne vais pas me déplacer. Hein. Donc là, c'est irrecevable. Vous voyez? Donc, les plaintes, il faut quand même qu'elles aient... Alors, on le sait, on doit le savoir 3 semaines à l'avance, et puis on doit commencer à gérer cette chose-là. Alors, il ne faut pas partir d'emblée sur la lecture uniquement de la plainte et se dire « Ah, mais il a tort et lui, il a raison » ou l'inverse. Il faut être neutre. Il faut voir un peu ce que vont dire les gens pendant la conciliation. Mais du coup, le kiné est quand même obligé de se déplacer. Donc c'est vrai que lui, Oui, bien sûr. Alors, les plaintes les plus fréquentes, ça vous concerne tous, hein. Les plaintes les plus fréquentes, c'est vous verrez quand on fera les contrats, hein. Vous avez le kiné qui est collaborateur, qui signe un contrat, et ce contrat, donc au bout d'un moment, il n'est plus d'accord avec. Voilà. Alors il dit, mais on avait convenu que la rétrocession baisse, mais tu l'as pas fait, etc. Et lui, il dit, oui, mais depuis 6 mois, tu travailles plus comme avant. Donc, je ne veux pas trop changer parce que moi, je voulais m'associer avec toi, mais je vois que ça... Enfin, ils sont dans le conflit. Hein, il ne faut pas trop chercher. Alors après, nous, ce qui est important, c'est de voir comment se sont effectués les paramètres du contrat, c'est-à-dire est-ce que tout est bien légal. Alors, par exemple, des gens de ma génération, ils arrivent et ils ont l'habitude de faire des contrats, s'ils ne sont pas spécialisés bien sûr, et ils font des contrats d'assistant libéral ou d'assistant collaborateur. Vous verrez, hein, on va le traiter un jour ensemble. Ces contrats ne sont plus valables par rapport à la loi. Aujourd'hui, la loi dit on fait des contrats de collaborateur libéral. Point. Et vous verrez que c'est complètement différent, le contrat d'assistant et le contrat de collaborateur libéral. Mais les confrères titulaires, ils continuent à faire ce contrat d'assistant libéral parce que c'est presque comme un patron salarié, vous voyez. Ils ont presque tous les droits. Or, le contrat de collaboration libérale, c'est autre chose. C'est un contrat où vous avez le droit de vous constituer une partie de clientèle. Il y a moins de liens de subordination avec... Donc, on regarde un peu tout ça. Et si, par exemple, la personne a un contrat signé depuis 5 ans, et tous les 4 ans, il faut qu'il soit renouvelé.
Donc on se dit, tiens, ben lui, il a un contrat, déjà, il n'est pas clair. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des trucs il n'a pas payé ses rétrocessions au bon moment. Donc vous voyez, ils sont tous les deux merdeux, excusez-moi le terme. Donc du coup, on peut les mettre d'accord. Toi, tu t'engages à payer tes trucs. Toi, tu vas refaire ton contrat. Et puis voilà, ils ressortent, ils se serrent la main. C'est ça la conciliation. Voilà. Si il n'y a pas cette conciliation, ben, nous, on considère que c'est un échec parce que c'est dommage que les gens ne se soient pas mis d'accord. Alors, le problème, c'est que la conciliation en tant que conciliation, et c'est pas une conciliation amiable. S'il y a un problème et que la patiente, par exemple, continue à porter plainte, ça part en chambre disciplinaire. Et en chambre disciplinaire, ben, vous verrez que ça peut poser des problèmes. Donc, avant la conciliation, on peut avoir ce que l'on appelle une médiation. Alors, la médiation, c'est on fait appel à un confrère de l'ordre et on lui dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'on peut régler le problème comme ça, à l'amiable, sans passer par la conciliation? Les gens vous disent oui, non, enfin, on peut y arriver. On les convoque. En général, ce qui se passe, c'est s'il y a une médiation préalable, souvent après, en conciliation, c'est un peu le merdier parce que tout a été déjà dit et redit et c'est difficile de rattraper le coup. Mais bon, c'est comme ça. Et après, il y a ce que l'on appelle l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est compliqué. En cas de gros conflit, j'en ai eu un à faire, mais là c'est du sérieux l'arbitrage parce que vous vous substituez au juge. Alors, vous avez les avocats qui viennent et chacun va plaider à sa manière pour le conflit. Et puis là, vous êtes obligé de trancher. L'arbitrage, vous tranchez. Vous dites, lui, il a raison. Et vous l'écrivez. Et vous prononcez une sentence. Cette sentence est importante parce qu'elle ne peut plus faire appel. Sauf s'il y a eu un problème d'arbitrage dans le style j'ai pas respecté les différentes modalités de la loi. Si j'ai pas bien fait ce qu'il fallait ou j'ai pas retranscrit un PV d'avocat comme il fallait, là j'ai un problème. Hein? Et on peut l'attaquer. Mais sinon, la sentence arbitrale, elle est définitive. Affaire Tapie, vous avez vu, c'était un arbitrage. Pour le casser, il a fallu qu'il trouve que 2 des arbitres se connaissaient. Mais sinon, c'est pas possible. Voilà. Il faut trouver un argument. Donc, si non-conciliation, chambre disciplinaire. Les CDO donc, sont chargés par le législateur de remplir une mission d'organisation des conciliations. Alors pour ça, vous voyez, il faut une plainte et une plainte écrite. Hein. Sinon, on n'en tient pas compte. Souvent, c'est des dénonciations, comme ça ne marche pas, ça. Hein. Il faut réellement porter plainte. Le truc de dire, ouais, il a mis le grand panneau, là, de 6 mètres par 1 mètre, je porte plainte, mais écrivez-le. Que l'autre, il sache qu'il a porté plainte. C'est comme ça. Alors, l'ordre doit vérifier un contrat. Il doit vérifier l'objet du contrat, c'est-à-dire savoir si c'est un remplacement, si c'est une collaboration, si c'est une association, etc. La durée, le respect des règles professionnelles. Donc, il faut toujours qu'il y ait un article qui dise que tout le monde se conforme au code de déontologie. L'indépendance, hein, parce que s'il n'y a pas indépendance, qu'il y a une notion de hiérarchie, on est dans un salariat déguisé. La fin du contrat, la clause de non-réinstallation, qu'on peut appeler la clause de non-concurrence, ça c'est très important, c'est ce qu'il faut lire toujours dans les contrats, hein, quand vous démarrez. Les règles contentieuses, ça veut dire en cas de conflit, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Est-ce qu'on va d'abord
voire machin, ou si on passe par l'ordre, ou etc. Le syndicat. L'absence de contre-lettres, ça c'est important, ça doit toujours être marqué dans un contrat, ça veut dire tout ce qui est écrit est valable. Et j'ai pas fait un petit truc en dessous disant mais le pourcentage est différent. Et la communication à l'ordre, tout contrat doit passer par l'ordre. Donc, l'ordre doit faire des remarques. Il peut dire, ah, mais ce contrat ne va pas, ou si, mais il ne peut pas se prononcer sur l'invalidité du contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, moi je fais partie d'une association de gestion qui s'appelle l'ANGAC, et qui fait des contrats. Et on a des juristes qui font les contrats pour nos adhérents. Bon, il est arrivé que dans certains endroits, l'ordre dise « Ah non, mais ce contrat, il n'est pas valable parce qu'il manque le tel article. » Alors, d'abord, ils avaient tort, mais de toute façon, ils ne pouvaient pas refuser l'inscription au tableau. Comme ils l'ont fait, on les a attaqués. Et on a gagné, bien sûr. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas, c'est un abus de droit de refuser une inscription au tableau parce que le contrat n'est pas bon. Le contrat, s'il a les causes essentielles, que l'on a vu, les clauses essentielles, que vous voyez là, c'est suffisant. Tout ce qui va au-dessus ou à côté, c'est pas important. Et de toute façon, il est là pour vous avertir, l'ordre, pour dire, ah ben, il manque, tiens, souvent, là, on m'a fait ça l'an dernier. Ah oui, il n'y a pas l'article sur la maternité. Ah oui, c'est un mec. On va pas mettre un article sur la maternité. Mais il refusait le contrat. Donc, juste un coup de fil et ils ont arrêté. Alors, émission du CROM. C'est quoi le CROM? Conseil régional. Donc, mission d'évaluation de bonnes pratiques. Hein? En liaison avec le Conseil national et la HAS. Vous voyez qu'avant-hier, ça n'a pas été respecté. Puisqu'aujourd'hui, le Conseil national se prononce pour la kiné de la bronchiolite et que la HAS a donné son avis directement. Mission de juridiction de première instance. Ben, c'est là où il y a les chambres disciplinaires. CDPI. Alors, ce qui est marqué là, hein, CDPI. Chambre disciplinaire de première instance. Et SASCROM. Il y a des termes. Hein. Alors, souvent, ça tombe dans les examens, ça, hein, dans les QCM ou les machins. Comment ça s'appelle? Voilà. Alors, quand il y a un conflit entre le kiné et la sécurité sociale, donc ça passe. Donc, il y a la commission socio-professionnelle qui est la commission qui va régler un peu le problème directement. Mais si ça ne marche pas, que le kiné dit non, ou que la caisse dit oh non, là ça va pas. Par exemple, il y avait un confrère qui allait dans une cité très particulière, d'une ethnie particulière, et il avait toutes les cartes vitales de cette cité, près des pompiers, là, vers le Zénith, sans préciser où. Et donc, il facturait, quand il y allait, il facturait tous les soins de toutes les cartes vitales qu'il avait. Bien entendu, il faisait un acte ou deux, mais il a facturé à autant de cartes vitales, autant de facturation. Voilà. Donc là, on est dans l'escroquerie à la sécurité sociale. Hein? Donc à partir de là, la sécurité sociale porte plainte au niveau du tribunal, hein, des affaires sociales, le TAS, mais aussi le SASCROM. Le SASCROM, alors là, pourquoi elle porte plainte au niveau de l'ordre? Pour que vous ayez une sanction ordinale. Quand vous sanctionne, quand vous suspend d'exercice, hein, il faut bien faire la différence. Hein. Là, il n'y a pas de sous. On ne demande pas de remboursement. Là, c'est le TAS qui va donner des remboursements. Hein.
qui va exiger des remboursements. Mais là, le SASCROM, c'est blâme, avertissement, blâme, suspension d'exercice, etc. Comme la CDPI, hein, c'est pareil. C'est clair pour vous, ça? Ou pas du tout? Enfin, j'essaie de vous donner des exemples pour que vous compreniez. Commission restreinte. Donc, c'est le conseil régional. Tiens, on a une affaire rapide à régler. Il faut absolument... On réunit 6-7 conseillers régionaux et on va leur faire trancher sur un problème. L'exemple classique, dans un département limitrophe, parce que je ne veux pas quand même... ils sont un peu durs, hein, dans ce département. Donc, il y avait une personne qui parlait pas bien français. Et elle passe à l'inscription au tableau, on lui refuse l'inscription au tableau. Donc, elle fait appel. Elle fait appel, et donc cette inscription... Parce que sinon, elle ne peut pas exercer. Hein. Elle a le boulot et tout, mais elle ne peut pas. Et elle fait appel, donc ça passe au régional. Et au régional... Si ça doit être rapidement parce qu'elle elle a déjà signé le contrat de collaboration avec le titulaire, etc., on réunit la commission restreinte. Et là, donc, on analyse la chose, on dit, ah oui, finalement, elle parle très bien, moi j'avais fait un essai comme ça, je dis, voilà, j'ai mal là, qu'est-ce que vous me faites? Elle m'avait expliqué, je vous fais des étirements, des machins, tout. Donc, même en baragouinant, j'avais très bien compris. Donc, si elle est capable de s'exprimer correctement et de définir son programme de rééducation, on ne peut pas lui refuser. Du coup, hop, on a pris le contre-pied du département. Donc, on se fait mal voir, hein, par le département. Mais bon, c'est comme ça. Et à partir de là, c'est nous, régional, qui permettons l'inscription au tableau. Voilà. Si on ne l'avait pas fait, elle aurait pu même encore aller plus loin. On a au sein de l'école un enseignant qui est expert pour tout ce qui est évaluation scientifique. C'est-à-dire qu'une personne arrive, on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment douée, qu'elle ait toutes les acquisitions de formation parce qu'elle vient de l'étranger, machin. Et on s'est rendu compte que c'était pas bien. Donc on a prononcé une insuffisance professionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle vaut rien, quoi, entre guillemets. Hein. Donc il y a une enquête qui est faite et vous avez un enseignant à Montpellier, oui, c'est de l'école, qui est Monsieur Blin, qui est un évaluateur un peu expert là-dedans et qui va dire « Ah oui, non, elle a les compétences ou elle n'a pas les compétences. » Et pour ça, il va venir le présenter à la commission restreinte et on va valider ce qu'il a dit. C'est lui qui a dit que c'était bon ou pas. Et mission de coordination dans la commission régionale entre les différents conseils départementaux, hein, pour les mettre un peu d'accord, parce que quelquefois, justement, quand ils ne sont pas tout à fait d'accord. La composition de la chambre disciplinaire de première instance, elle est composée d'assesseurs, on appelle ça, qui sont élus, hein, et d'un juge, un vrai. Là, on est en chambre disciplinaire. Et donc, il y a des salariés, des libéraux, il peut y avoir des représentants des assurés, voilà. Et il y a un rapporteur qui est désigné par le juge. Alors, quand ça vous tombe dessus, c'est d'être rapporteur, c'est dur quand même. Parce que vous devrez instruire l'affaire. Alors, vous instruisez la plainte, vous devez dire ce qu'a dit l'avocat, mais en le simplifiant, mais tout en gardant toute la valeur de son rapport, puis l'autre avocat, puis ce qu'il a répondu, et puis etc. Enfin, et bien sûr que les avocats cherchent la petite bébête si vous avez oublié un argument. Donc il faut être très très précis. En général, les rapports, c'est un gros truc comme ça. Hein. Et une fois que vous avez fait le rapport, vous allez le diffuser. Alors, vous avez la chambre qui est faite donc d'assesseurs, le juge, les deux avocats et les personnes qui sont en conflit. Et donc, vous allez d'abord écouter ce qu'ils ont dit, mais vous avez le dossier. Puis après, les avocats
et les gens, les kinés partent, et on se réunit entre assesseurs, le juge et le rapporteur. Le rapporteur explique toute l'affaire et il a le droit de dire à ce moment-là, oui mais bon, là c'est une plainte qui est un peu abusive, etc. Là c'est ci, là voilà. Bon. Et puis à partir de là, on va trancher, on va dire, ben, ça vaut un blâme, ça vaut un avertissement, ça vaut une suspension d'exercice, etc. Ça se passe à ce niveau. Et après, c'est publié 15 jours ou 3 semaines après, directement, parce que ça passe donc par le juge hein, qui va rédiger avec les articles, etc. Et donc, tout le monde va le savoir, y compris quand vous allez à l'ordre, vous verrez un petit panneau où il y a écrit les décisions du dernier jugement de la chambre disciplinaire. Quand tu t'es pris un blâme ou une suspension d'exercice, c'est inscrit sur ce tableau. Hein. Ah ben oui, non mais non seulement le dossier, mais en plus, vous avez un panneau où est inscrit la décision de la chambre disciplinaire. Et plusieurs affaires. Donc ça craint quand même un peu. Voilà. Dans le déroulement de l'audience, je voulais résumer hein, les sanctions, avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation du tableau, possibilité de suivre une formation hein, quand on a trouvé qu'il y a une insuffisance professionnelle ou autre. Alors le CNO, Conseil national, le CNO il fait tout le reste hein, au niveau national. La gestion des structures départementales, ce qu'on appelle l'harmonisation. Alors ça, c'est quoi ça? Par exemple, ici, nous sommes combien de kinés dans l'Hérault, à votre avis? Inscrits à l'ordre? À peu près. À peu près, hein, 2500, 2600. Vous pensiez plus ou moins? Plus? Non, non. Voilà. Alors, à côté de l'Ardèche, 150. Ou la Lozère, ou bon. Donc, nos cotisations, c'est l'opulence. Sauf qu'on prend tout l'argent de nos cotisations et on les envoie à Paris. Et Paris va harmoniser, c'est-à-dire l'Ardèche qui n'a pas de rond et qui ne peut pas se payer un photocopieur, on va lui refiler des sous. Oui, oui, mais l'harmonisation, ça suppose quand même, sous-entend que théoriquement, on vous pique pas tout le pognon, quoi. Vous donnez tout, mais on vous redonne après en fonction de votre demande. Donc c'est un peu comme une administration. Le jeu consiste à faire beaucoup de dépenses pour avoir beaucoup de résultats. Ce qui est complètement idiot, mais c'est comme ça. Ça se fait de cette manière. Donc c'est ça l'harmonisation. Mission de contrôle de la gestion financière. Donc là, on regarde s'il n'y a pas un département qui va au resto à chaque fois qu'ils font... Ben oui, chaque fois qu'ils ont une réunion de bureau, ils peuvent aller au resto et donc consommer. Bon. Alors évidemment, ils vont en donner moins au national puisqu'ils consomment déjà sur les frais de service. Donc il faut voir. Oui, c'est 280 €. C'est énorme. Ouais, mais c'est beaucoup. On a fixé la cotisation beaucoup trop chère. Mais c'est comme ça. Et c'est 115 €, je crois, salarié. Ils payent aussi, oui. Moins. C'est pas trop. Mais bon, parce que salarié, théoriquement, ils gagnent moins. Alors, il est compté comme libéral. Il n'est pas compté comme salarié. Alors, contact avec les autres ordres. Ici, ça marche bien. On appelle ça le CLIOR. C'est le interordre avec les médecins, etc. Ça, c'est une bonne chose. Et on paye par exemple le 1er janvier ou comment ça se passe pour les cotisations? Tous les mois de février, on a un appel. C'est-à-dire que si nous, on est diplômé, on commence à exercer en juin, on paye quand même. Alors, non, vous avez une cotisation. Alors, je crois que
je ne sais plus si vous avez une cotisation minimale ou si vous-même vous êtes exonéré la première. Je crois quand même qu'il y a 55 €. Il me semble que c'est 55 €. Après, évolution de la profession, donc tout ce qui est études, mode de fonctionnement. Donc c'est eux qui vont déterminer le nombre d'années d'études, qui vont avancer des arguments pour ce qu'on appelle l'ingénierie de notre profession. Parfois, on n'est pas en accord avec les syndicats ou avec les écoles de kiné. Hein? Si on n'est pas en accord, par exemple, certaines écoles de kiné auraient aimé rester à 3 ans. Ben oui, et rester indépendant de la partie universitaire. Oui. Ben ça date d'un certain nombre d'années où c'était un essai, où on devait pratiquement tous passer au niveau gratuit, mais ils sont restés école privée, école publique, voilà, et il y a toujours cette chose-là. Et maintenant, avec l'universitarisation, ça va peut-être un peu changer, mais je sais pas. La définition des compétences, c'est eux qui vont dire ça fait partie de notre boulot ou pas. Vous voyez, là, on va leur écrire pour leur dire alors qu'est-ce qu'on fait pour les enfants de moins de 12 mois qui ont une bronchiolite? On les renvoie, parce que voilà, le problème il est là, on les renvoie, ils sont en détresse respiratoire après, et ils vont nous poursuivre pour non-assistance à la personne en danger. Donc il faut que l'ordre nous donne un avis clair là-dessus. Est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas? Donc ça veut dire que dans ces cas-là, c'est l'ordre qui est responsable s'il y a des soucis. Si l'ordre se mouille, peut-être qu'ils vont pas se mouiller. S'ils se prononcent pas, on est un peu... voilà. Et c'est l'ordre qui va définir la démographie. Alors pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est la Sécu qui a déterminé la démographie. Aujourd'hui, avec soi-disant l'URPS, mais c'est pas tout à fait, voilà. Et les ARS, mais plutôt URPS. Donc le problème, c'est que on ne tient pas compte de ceux qui exercent en temps partiel, ceux qui exercent en temps, voilà. Et donc ça, c'est un peu embêtant parce que du coup, pour déterminer si c'est une zone surdotée ou pas, c'est pas très clair. Alors vous verrez comment on peut arriver à détourner le problème pour ceux qui vont travailler dans certaines structures où on pourra prendre la personne tout en étant salarié et là on aura le droit de le faire, mais on verra ça dans les contrats. Voilà, et rendre la justice, alors c'est l'appel des décisions des CDPI. Alors, donc si par exemple on a une affaire où on a suspendu, là c'était assez compliqué, des personnes, on a suspendu l'exercice, ils avaient commencé à exercer, et on a dit mais leur diplôme était un diplôme obtenu par un étudiant étranger. Ah, il faut suivre ça, hein. C'est un diplôme obtenu en France par un étudiant étranger. Donc, ce diplôme-là, il est fait pour exercer à l'étranger. Non. Nous, vous sortez d'ici, vous avez un diplôme d'État. Lui, il sort, il est étranger, il a un diplôme pour son pays. Voilà. Il y a tout pareil, mais voilà. Pour pouvoir exercer en France, il faut qu'il passe une équivalence. Ça fait rien, il faut qu'il passe une équivalence. C'est comme ça. Voilà. Donc il s'est passé une chose, c'est que donc cet étranger ayant été formé en France et tout, est allé valider son diplôme. Personne n'y a vu que du feu, la CPAM,
Et au bout d'un moment, il a changé de département. Donc il a été agréé à Paris, où on regarde peut-être moins. Il a changé de département, il s'est retrouvé dans le Gard. Et on lui a refusé son diplôme. Il a porté plainte. Il est passé en chambre disciplinaire, qui lui a donné raison. Parce qu'elle a dit, puisqu'il y avait eu une erreur au départ d'enregistrement, ben, il peut travailler. Puis le Gard a porté plainte en disant, a fait appel, et du coup, ils ont envoyé la chose au niveau national. Et au niveau national, ils ont dit, ben non, il n'a pas passé les équivalences, donc il est considéré comme étranger. Donc il peut exercer ailleurs ou passer l'équivalence. Tous les étudiants qui ont été diplômés à l'école de Béziers, Oui. parce qu'il y en avait bien qui devaient exercer en France alors qu'ils n'avaient pas forcément passé. Alors, il y a eu une médiation. Il y a eu une médiation, c'est-à-dire que ceux qui sont sortis, on les a, le premier diplôme, c'était l'an dernier, non? Ils l'ont validé. Ils l'ont accepté. Mais les autres qui étaient en dessous, on les a incités à aller dans les différentes écoles. Il y en a ici, peut-être, non? On leur a dit, bon, ben, allez, rentrez dans une autre école qui vous accepte pour finir et avoir votre diplôme. Qu'est-ce que vous disiez? Mais ils n'ont pas passé le concours, du coup on les a quand même acceptés dans les écoles. Ouais. C'est la ministre qui a accepté, exceptionnellement, de valider ce diplôme-là. Moi, personnellement, je n'aurais pas validé, mais bon. Et les écoles sont interdites maintenant, hein. Elles sont fermées, hein. Ouais, mais c'était pas évident. Ils en ont trompé un paquet, hein, de gens, parce qu'il n'y avait pas que l'école de Béziers. Il y avait Nice aussi. Donc, dans les recours, après, une fois que vous avez fait un recours au Conseil national, hein, pour quelque chose qui n'allait pas, il ne vous reste plus que le Conseil d'État. Mais vous pouvez aller au Conseil d'État pour... si ça, bon, ça coûte des sous, hein, le Conseil d'État. Alors, je vous ai énuméré ici toutes les missions générales. Hein. Au niveau national, c'est tout ce qui concerne les conseils départementaux et les missions spécifiques. Fixation de la cotisation ordinale, détermination des quotités attribuées aux différentes institutions, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation, la gestion des biens de l'ordre, donc ils s'achètent des immeubles ou des machins. Possibilité de créer, ici dans le département, on est propriétaire, hein, de nos locaux. Possibilité de créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession, ainsi que des œuvres d'entraide. Surveillance de la gestion des conseils départementaux. Les œuvres d'entraide, chaque fois qu'il y a eu des inondations, ici, ça a marché. Hein. Pour les catholiques. Ouais. Veille à l'harmonisation des charges des conseils départementaux. Ah oui, alors, suivant ce qu'ils consomment. Hein. Juge en appel les décisions des conseils régionaux, c'est ce qu'on vient de voir, en matière d'inscription du tableau et suspension temporaire. Et les décisions peuvent être contestées au niveau du Conseil d'État. Au niveau du Conseil régional, c'est eux qui organisent l'EPP, hein, l'évaluation des pratiques professionnelles. Par la chambre disciplinaire, il y a une juridiction d'appel des décisions des chambres disciplinaires régionales au niveau national. On peut le consulter en cas de besoin sur tout projet concernant la profession, par exemple toutes les missions de prévention. Et son avis sera requis sur le contenu du code de déontologie. Alors, un peu pipeau, parce que souvent, le code de déontologie, on va regarder le code de la santé publique et on pioche là-dedans le code de déontologie qui est identique à tout le monde. Alors, les créations supplémentaires, ce sont les missions
de santé publique qui comporte les obligations déclaratives au Code de la santé publique, participation à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessités par un contexte d'urgence sanitaire. Donc on pourrait par exemple nous recruter pour faire des missions de prévention pour le risque nucléaire ou un truc comme ça. Ah oui, oui. Et sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire. Voilà. C'est jamais défini, c'est pipeau ça. Donc, mission de juridiction du CNO. On arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc, les chambres disciplinaires au niveau national. Donc là, c'est du lourd. Hein. Quand on passe au niveau national. On ne peut pas directement accéder au niveau national. Non. Même si la gravité, on doit avoir Ouais, ouais. Souvent. Après, j'ai pas d'exemple au niveau national où on peut passer directement. Donc, patients, organismes locaux d'assurance maladie obligatoire, médecin conseil. Ah oui, un médecin conseil peut saisir directement. Par mais souvent par le SASCROM d'abord. Hein. Association de défense des droits des patients. Ça existe. C'est-à-dire, dans tous les départements, il y a des gens qui sont représentants des assurés. Et qui vont dire, mais... Ah ouais. Et donc, ils vont se plaindre au niveau national, ils peuvent directement, là, se plaindre en disant, voilà, dans tel truc. Alors, on l'a vu pour... quand on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de césariennes en France, ici dans la région par rapport au reste de la France. Donc il y a quelqu'un qui a demandé une enquête sur... Et ça a marché hein, d'ailleurs. On s'est aperçu qu'on avait la césarienne facile dans la région. Région Languedoc-Roussillon à l'époque. Et donc on s'est aperçu de ça. Et c'est représentant des assurés qui a essayé de porter plainte là-dessus pour qu'il y ait une enquête. Et l'enquête a défini qu'effectivement, par rapport au reste, à la moyenne, ça fait qu'on va écrire aux médecins en leur disant « Attention, pour faire une césarienne, il faut tel et tel et tel et tel truc appliqué. » Ça s'est passé de la même manière du côté de l'Ariège, pour des gens qui avaient la prostatectomie facile et qui en enlevaient à tire-larigot. Là, ils sont allés vérifier et effectivement, il y avait beaucoup d'interventions qui n'étaient pas justifiées. Donc du coup, après, il y a le contre-coup. Alors, peuvent s'associer à la plainte le ministre chargé de la santé, le préfet, directeur de l'ARS, procureur de la République et du TGI. Ah bah oui. Et syndicat, association de praticiens. Alors, il y a par exemple, il y a eu un... c'est sur le... Alors, comment ça s'appelle ça? Sur... comment ça s'appelle? Les fascias. Donc il y a eu une plainte qui a été faite pour les gens qui faisaient de la rééducation des fascias, parce que ça avait été mis dans la catégorie des pratiques sectaires. Bon, ça reviendra, ça reviendra dans le bon sens, à mon avis. Et du coup, la plainte, elle est partie d'un procureur de la République. Oui, mais là, dans ce cas-là, c'était un gars qui faisait que ça et qui empêchait les traitements anticancéreux. Enfin, alors, il y a eu tout un truc là-dessus. Alors, les sanctions, c'est comme pour le régional, hein, pour la chambre disciplinaire de première instance. Donc, avertissement, blâme, interdiction temporaire, radiation du tableau de l'ordre, possibilité de suivre une formation
quand il y a une insuffisance professionnelle. Hein. Alors, un étudiant étranger veut s'inscrire, mais il s'exprime mal en français. Quelle structure peut lui refuser son inscription? Alors? Donc c'est le CDO. Il n'est pas d'accord. Il peut faire appel à le CRO, hein, commission restreinte. Un kiné ayant peu exercé et ayant un chiffre d'affaires très bas demande une réduction de sa cotisation à l'ordre. Ça existe. Qui peut lui octroyer? Elle est forte, hein? C'est bien. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'on travaille en même temps, on travaille que 5 jours. Ah non, ça marche pas ça. Non, non, il y a un dossier qui est quand même... ben justement, il y a les gens qui avaient subi l'inondation, ils ont demandé un kiné suspendu temporairement d'exercice pour troubles bipolaires. Ça m'est arrivé 3 fois déjà. Voudrait reprendre son activité après feu vert des psychiatres. Alors, comment ça se passe? Bon, déjà pour la suspension, il faut que les psychiatres nous alertent en disant oh là là, lui, il est pas compétent. Mais ça va très vite parce que pour une affaire, le gars, il avait pété les boulons et il était allé faire un domicile et puis le chien de la personne était arrivé pour aboyer et bon, il avait râlé un moment, il avait soigné la personne et en repartant, un coup de pied dans le chien. Donc il y a eu plainte et puis en fait il était dans une phase où il n'était pas bien. Voilà. Et après c'est souvent il se comporte mal avec les patients, etc. Donc il y a une plainte et puis la plainte fait son chemin et il y a une suspension d'exercice. Donc cette suspension d'exercice, il faut qu'elle soit validée par des psychiatres dans le cas de ce problème bipolaire. Et après, pour revenir à rebosser, il faut que 3 psychiatres donnent leur avis et soient d'accord sur le fait qu'ils puissent reprendre. C'est pas évident. Et donc après, une fois qu'ils ont donné leur avis et qu'ils disent « Ok », il peut exercer. C'est à nous à dire « Ok, on le réinscrit ». Alors nous, c'est qui? C'est pas celui qui a. C'est pas le conseil qui a demandé l'arrêt temporaire. Conseil régional qui se prononce. Et est-ce qu'il y a un suivi médical après? C'est obligatoire. Par exemple, tous les ans, il y a un bilan qui doit être envoyé au CRO pour. En principe, on le demande, nous. Mais théoriquement, on n'a pas le droit. Mais on le fait, hein, on leur dit, bon, il faut que tu te présentes de temps en temps, nous voir si tout va bien, si tu prends tes médocs, etc. Et alors, une fois comme ça, bon, ça c'est... Je ne sais pas si c'est enregistré. On a refusé, parce que la personne, entre la sortie des... entre le moment où il avait été vu par les psychiatres et nous, il avait replongé un peu. Et il arrivait, abus de médicaments, etc. On l'avait vu se garer dans le parking, on a dit oh là là. Et puis on lui a refusé de reprendre le boulot. Il avait fait 2 tentatives de suicide. Et là, quelques temps après, ben, il a pris un virage très très vite sur une falaise, probablement pour en terminer. Donc après, vous avez la culpabilité. Oui, mais quand même, comme vous avez prononcé le truc, vous avez quand même la culpabilité de dire... alors vous vous consolez en disant, ben, il n'a pas tué un malade, mais d'un autre côté, vous lui avez refusé l'exercice. Hein. Voilà. Mais il y a des bons cas où ça se passe bien.
Entre-temps, il a connu une autre personne comme ça, où il avait connu une petite copine, que ça s'était bien passé, que la copine lui faisait prendre les médocs, qui s'est occupé d'un club de foot, etc. Et ça s'est bien passé et il va très bien. Donc vous voyez c'est compliqué hein, ce boulot-là. Hein. Mais je pense que ça serait bien que quand vous serez diplômé, vous vous présentiez à ce genre de choses. Il faut participer au Conseil de l'Ordre. Il ne faut pas laisser les gens s'installer là-dedans. C'est important d'être acteur de la profession. Alors, un patient est pris en soin pour rééducation de l'épaule. Il précise qu'il ne veut pas, c'était une femme, hein, qu'il ne veut pas de manipulation vertébrale. Le kiné en réalise une. Le patient porte plainte. Que se passe-t-il? Médiation? Un peu plus haut quand même. Conciliation. Alors, au niveau du CDO, qu'est-ce qui se passe après? Si ça ne marche pas. Hein? Eh ben après, c'est chambre disciplinaire. Alors ce cas-là, ben écoutez, c'est du réel. Hein. La kiné faisait en même temps une formation d'ostéo. Elle était kiné, déjà diplômée, elle faisait une formation d'ostéo, et donc elle entend bien ce qu'a dit la patiente, mais prise dans son truc, elle fait la manœuvre, je ne sais pas comment ça s'appelle, on prend la personne par derrière et schlac. Donc, manque de peau, la patiente, son mari, il est ostéopathe, médecin ostéopathe. Donc voilà, et ils sont venus, et finalement, on n'est pas allé en chambre disciplinaire. Je suis arrivé à leur éviter la chose, moyennant simplement qu'elle s'excuse, qu'elle n'avait pas... Elle a fait une faute de jeunesse. Enfin, il faut mettre... J'étais obligé d'apprendre à part. Je lui dis, écoute, maintenant, tu dis que vraiment... pas que tu n'y peux rien, hein, ou que tu as fait... Non, carrément, profil bas, mais plus bas possible. Hein, j'ai voulu bien faire, mais tout, mais j'aurais dû respecter, et je ne le ferai plus, et, etc. Et tout. Et elle s'engage à ne plus le faire, machin. Alors, par contre, écoutez bien ça. Si un jour un patient vous dit « je veux pas ça » dans mon traitement, hein, vous me soignez le dos, mais ne me faites pas de massage. Ben, vous écoutez, hein. Vous n'avez rien à faire. Vous respectez ce que vous dit le patient. Vous n'allez pas au-delà, même si vous savez que vous allez lui faire du bien en le faisant. Vous l'expliquez, vous lui réexpliquez, si elle vous donne le feu vert, oui, mais sinon vous ne le faites pas. J'ai un autre cas comme ça, où là je ne suis pas arrivé. Hein. C'était une histoire d'épaule, et on l'a opéré. On lui a fait un peignage de son épaule, on dit comme ça, et finalement, elle fait une capsulite derrière, capsulite rétractile. Bon. Alors elle a dit, le kiné l'a mobilisée, il l'a mobilisée tout le temps. Elle avait mal. Et donc, ce qu'elle reprochait au kiné, c'est 1, de la mobiliser alors qu'elle avait mal, et 2, de ne pas avoir pris contact avec le chirurgien. Parce que, du moment qu'elle avait mal, il fallait le signaler, et savoir si il pouvait continuer à mobiliser un peu plus fort et tout. La personne, elle avait un boulot où elle installait des chapiteaux dans les différentes manifestations, etc. Ben, du coup, 6 mois d'arrêt, elle voulait obtenir la faute du kiné pour ça. Donc la conciliation n'a pas eu lieu parce que derrière, dans sa tête, il faut que ça aille en chambre disciplinaire. Et en chambre disciplinaire, il y aura même ne serait-ce qu'un blâme, et le blâme permettra au tribunal de grande instance d'obtenir des indemnisations de l'assurance du kiné. Vous voyez comment ça marche. Enfin, mais ce coup-là, je ne suis pas arrivé à régler le problème. On veut tester une pratique professionnelle.
Cette évaluation est organisée par qui? Fatigué, hein? Par le CRO avec le CNO. C'est-à-dire que le CRO organise et après il ramène tous les CRO et c'est le CNO qui va faire la synthèse. Et modification du code de déontologie, CNO. Voilà, c'est fini. Parce que ça n'a rien à voir. Questions à poser, des trucs, n'importe quoi? Sur n'importe quoi? Vous n'avez pas fait un sujet là pour la prochaine? Non, je pense pas. Non, on me l'aurait déjà demandé. Juste au niveau, tu disais qu'il commençait à avoir trop de tournées. Est-ce que lors d'un jeu, il va faire un truc pour ceux qui viennent d'Espagne? Ben, c'est délicat parce que c'est la réglementation européenne. Donc, alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on forme 1500 kinés en France et on forme 1500 kinés en Espagne. Mais c'est surtout que maintenant, avec tout ce qui est démographie, tout ça, Alors c'est une volonté du gouvernement de laisser filer. Comme ça va appauvrir la profession. Du coup, ça fera moins de consommation. Il ne faut pas se leurrer, hein, l'histoire de la bronchiolite, c'est pour faire des économies de bout de chandelle, mais c'est pour faire des économies. Et oui, mais ça, il faut se mettre dans le raisonnement des technocrates de Bercy. Hein. C'est comme ça. Hein. Pas d'autres questions? C'est bon? Ça m'intéresse.